Aujourd'hui, je vais faire un pas de côté par rapport à la psychanalyse. Je vais vous parler de physique quantique. Vous allez vous dire, oh là là, on laisse tomber, ça ne nous intéresse pas, on est là pour la psychanalyse. Mais vous allez voir, ça peut être très intéressant pour réfléchir sur la psychanalyse, de prendre un peu de recul, c'est-à-dire s'appuyer sur une autre discipline, une discipline qui n'a absolument rien à voir. Et nous allons voir que, ayant absolument rien à voir, elle a pourtant quelques analogies. Je dis bien des analogies, et il faudra nous interroger sur ce que c'est que des analogies, ce que l'analogie veut dire, et surtout comment cette réflexion sur la science peut nous amener à réorganiser, réinterroger les éléments de ma propre discipline, la psychanalyse. Je vais partir d'une réflexion d'Alain Aspect. Je me suis fadé je ne sais combien de fois les conférences d'Alain Aspect. Vous savez que ce type-là, c'est le gars qui a démontré la vérité de la physique quantique, c'est-à-dire la vérité des propositions de Niels Bohr par opposition aux propositions d'Einstein. Pour Niels Bohr, il y a une intervention de l'instrument de mesure dans la mesure. Et pour Einstein, un objet est un objet, l'instrument de mesure est neutre. Si l'objet a une propriété, l'instrument de mesure ne fait que la détecter. Telle est la position d'Einstein. La position de Bohr, c'est, eh bien non, l'instrument de mesure fabrique la propriété. Ça demande à être développé, évidemment. Mais Bohr avait formulé, le débat entre Bohr et Einstein date de 1935 et il s'est poursuivi jusqu'à la mort des deux protagonistes. Et c'est en 1980 qu'Alain Aspect a fait la manipulation décisive, c'est-à-dire l'expérience de laboratoire décisive qui démontre la vérité de la proposition de Bohr. Nous avons des débats aussi en psychanalyse. Les uns soutiennent ceci, les autres soutiennent cela. Peut-être pourrions-nous en prendre la graine sur la façon d'argumenter, sur la façon de nous positionner dans les débats. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir la façon dont le débat a fonctionné entre eux et qu'est-ce qui a apporté l'élément décisif. Alors, j'ai dit que j'allais partir d'une formule d'Alain Aspect. Dans l'une de ses conférences, ça m'a frappé. À un moment, il explique ce qui se passe dans les fentes de Jung. La particule, on a un écran, on a deux fentes, et on fait passer une seule particule contre cet écran. Donc il y a deux solutions, elle passe par un trou ou elle ne passe pas. Et là, Alain Aspect, il ne dit pas exactement ça. Il dit, si les mots ont un sens, la particule passe par un trou ou elle ne passe pas, ou elle passe par l'autre trou. Si les mots ont un sens. Pensez bien que ça m'a interpellé. Un lacanien, je ne suis plus lacanien, mais un lacanien, ou le lacanien que j'étais il y a quelques années, aurait sauté au plafond en disant « Mais ouais, il a raison, tout est langage ». Oui, sauf que justement, tout n'est pas langage, surtout en physique. Parce que l'atome, c'est pas du langage, même si on en parle. Et les particules, c'est pas du langage, même si on en parle. On pourrait poser la question, est-ce que le sujet c'est tout du langage ? Pour l'instant,
Je laisse reposer dans un coin cette question-là. Mais voyons en quoi le débat en physique quantique peut enrichir notre débat en psychanalyse. Ce que veut dire Alain Aspect en disant ça, si les mots ont un sens, il veut dire si les mots sont univoques. C'est-à-dire s'il y a un sens et un seul. La particule passe par un trou et pas par deux à la fois. C'est-à-dire, on tombe exactement sur la question de Lacan, qui est dans le graphe du désir, avec ses deux axes, un en dessus et un en dessous, qui fait dire à Lacan qu'il y a une ligne du langage et une autre, la ligne inconsciente, qui est toujours là, toujours présente. C'est quelque chose à laquelle j'ai cru pendant longtemps. Mais qui est dans ce qu'on dit. Et c'est ce qui fait que les lacaniens interprètent le plus souvent en termes de jeu de mots. Je rappelle ici, parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, de l'incident qui m'a vraiment ouvert les yeux, où j'étais un jour dans un groupe de travail, comme ça, je raconte un rêve personnel. Dans ce rêve, il est question de la gare de Dole, et un analyste collègue me renvoie immédiatement « Ah, Dole, tu veux nous dire que c'est pas drôle ton histoire ?» Et un autre me tombe dessus aussitôt en me disant « Mais oui, c'est un dol, c'est-à-dire le vieux mot, vous savez, c'est-à-dire un deuil, une douleur dont tu essaies de nous faire part. » J'ai répondu « Mais non, la gare de Dole, c'est celle où je change de train quand je vais voir ma fille. » Bon. Il n'y a pas un deuxième sens caché dans chacun des mots que je parle. Parfois, ça arrive. Parfois. Mais pas toujours, et même assez rarement. Alors quand ça arrive, il ne faut pas hésiter à le voir, à l'entendre. Mais en tout cas, surtout pas l'imposer à un autre sujet. Ah ah, vous avez dit mère, vous parlez de votre week-end à la mer, vous allez voir votre mère. Mais non, enfin, je vais peut-être seulement passer un week-end à la mer, quoi. Foutez-moi la paix. Parce que dire à un sujet qu'il a dit autre chose que ce qu'il a dit, même si c'est les mêmes sons, c'est ne pas le respecter comme sujet. C'est l'évincer hors du champ de compréhension. Or, c'est justement en psychanalyse, enfin pour moi du moins, c'est ce que le sujet vient chercher. C'est lui-même. Il ne vient pas chercher son accrochage au langage qui serait la seule chose qui tient. Qui le tient. Non, le sujet produit le langage, même si peut-être dans un premier temps, il est en partie produit par le langage. C'est donc un peu plus complexe que le sujet appendu au langage dont parle Lacan. Le sujet vient chercher ça, le sujet lui-même. Et pour ce faire, il faut qu'il se mette en naissance, en gestation dans le ventre de l'analyste, et ensuite en naissance, en parlant lui-même. Et donc si on parle à sa place en lui disant « tu as dit ceci » parce que c'était les mêmes sons, j'ai tout fait pour faire en sorte que ça marche mieux. Ah ah, vous avez dit j'ai tout fait, vous étouffiez. Ah, 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 ah. C'est tellement facile. J'ai entendu plein d'analystes faire ce jeu de mots-là. Parce qu'effectivement, il est dans le langage. Il est indépendant des sujets. Mais justement, si on souligne ça à un sujet, on l'évince au profit du langage. Au profit de cette entité, Maus, extraordinaire, le langage, la syntaxe, la grammaire, tout ça, qui fait un extraordinaire ensemble, qui écrase le sujet, qui le met hors de lui-même. Donc, même s'il ne s'aperçoit pas que peut-être parfois il y a un autre sens caché derrière ce qu'il dit, avec les mêmes sons, eh bien, on n'a pas à évincer le sujet de sa place. C'est à lui de s'entendre, s'il veut bien s'entendre, ou de ne pas s'entendre, parce que peut-être que tout simplement il préfère refouler et que c'est à respecter.
Et peut-être que tout simplement, il n'y a même pas de refoulement, c'est tout simplement ce qui est dit comme ce qui est dit, si les mots ont un sens, c'est-à-dire s'ils sont univoques, et la plupart des mots sont univoques. C'est Lacan et le lacanisme qui a fait dire que il y a de l'équivoque partout. Non, il y a de l'équivoque parfois, de temps en temps, mais pas partout. Alors, je me suis fadé aussi un bon nombre de conférences d'Étienne Klein, vous savez, ce philosophe des sciences, lui-même scientifique, qui fait des efforts de vulgarisation formidables pour nous faire comprendre la physique quantique et bien d'autres choses. Et lui, à un moment, à la fin de 3 cours sur la physique quantique, que je me suis fadé, il fait cette citation de Jules Supervielle, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il ne l'explique pas. La citation est la suivante. Un homme à la mer lève un bras et crie « Au secours !» L'écho lui répond « Qu'entendez-vous par là ?» Alors, c'est marrant. Dans un premier temps, ça fait marrer parce que c'est absurde, évidemment. Aucun écho ne répond ça. Et puis, quand quelqu'un se noie, on envoie une bouée, on saute à l'eau, on appelle les pompiers, on fait quelque chose, quoi. On lui demande pas « Qu'entendez-vous par là ?» Mais c'est ce que fait l'analyste la plupart du temps. En tout cas, c'est ce que fait le lacanien, mais aussi la plupart des analystes, et même moi, encore aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas dans le domaine de l'urgence, nous ne sommes pas dans le domaine d'un accident, nous sommes dans le domaine du sujet qui se demande justement qu'est-ce que j'entends par le sujet moi-même. Qu'est-ce que j'entends dans moi-même quand j'appelle au secours? Donc ce n'est pas la même chose. J'ai été confronté à ce débat quand j'ai travaillé dans les hôpitaux, notamment quand je travaillais avec des gens qui ne parlaient pas, les dits autistes. Je me suis confronté à la plupart du personnel soignant qui disait « faut soigner, sinon c'est non-assistance à personne en danger ». Et ils ne comprenaient pas que à quelqu'un qui ne parle pas, moi je lui demande « est-ce que tu veux bien que je te soigne ? Es-tu d'accord, toc toc, pour que je rentre dans ta chambre ? Es-tu d'accord pour que je t'accompagne à ton repas ?» Parce que c'est des choses que je faisais à l'époque. J'interrogeais le sujet. Je ne voulais pas le sauver à tout prix. Parce que le sauver à tout prix, c'était encore une fois, comme fait la science et comme fait le lacanisme, évincer le sujet. Non, on n'évince pas, on ne sauve pas un sujet malgré lui. Quand un sujet lève un bras et appelle au secours et qu'il est dans la mer, effectivement, on lui tend la main. Et quelquefois, effectivement, je tends la main au sujet, c'est-à-dire je lui demande « qu'entendez-vous par là ?» C'est une façon de lui dire « développez un peu, s'il vous plaît, quelle est la détresse dans laquelle vous marinez. Dites-moi en plus. » Alors que pour les infirmiers, quand un malade pique une crise, il n'y a pas 36 000 solutions. Le soin, c'est une piqûre dans les fesses. Ou la contention, ou l'électrochoc, enfin, tout ce que la psychiatrie peut développer. Moi, ma façon de faire, chaque fois que je me suis trouvé face à une crise de quelqu'un qui est visiblement dans un mal-être formidable, je reste à côté de lui, je lui tends la main, je lui dis « mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi », même si je sais qu'il est incapable de parler. Et je sais que j'ai obtenu d'extraordinaires résultats de cette façon-là. J'ai été entendu dans la façon que j'avais d'entendre l'appel au secours de l'autre. Alors, Étienne Klein ne l'explique pas, sa citation de Jules Supervielle, mais je pense qu'elle fait référence à la petite histoire qu'il raconte. C'est le fondement de la physique quantique, sa découverte de la formule epsilon égale h nu par Max Planck, fin 19e siècle. Tout part de la question du corps noir. Le corps noir, c'est un objet physique théorique, mais qui peut correspondre à n'importe quel objet de notre monde, un four par exemple,
Pourquoi un four n'explose pas à n'importe quelle température? Parce qu'avec les équations de la physique classique, un four doit exploser. Le Soleil, qui est aussi un corps noir, selon la définition théorique de la physique, devrait exploser tout de suite, là. Parce que l'énergie devient immédiatement infinie, en fonction des équations de la physique classique. Pourquoi il doit exploser? Parce que il y a les équations de la physique classique sont des équations en continu. L'énergie est en continu. Les quantités sont en continu. On peut les découper de façon infinitésimale si on veut, ou les agrandir de façon infinie si l'on veut. Elles ne sont pas... elles sont sécables à l'infini. Et c'est ça, cette sécabilité à l'infini, qui fait que les équations de la physique classique entraînent fatalement l'explosion des corps noirs. Ou encore ce qu'ils appelaient la catastrophe ultraviolette, parce que lorsqu'on envoie une lumière ultraviolette sur un métal, ça excite les atomes du métal, ça les fait émettre de la lumière, comme à chaque fois qu'on chauffe un métal, vous savez bien que ça devient rouge, et puis ça devient bleu, et puis ça devient blanc. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est lorsqu'on envoie de la lumière ultraviolette qu'il devrait se passer ceci, alors que quand on envoie de la lumière rouge ou infrarouge, ça ne se passe pas. Mais ça devrait se passer aussi, selon les équations de la physique classique. Donc, Planck était désespéré devant ce problème. Et il n'a trouvé qu'une solution, c'est de dire que, eh bien, justement, les quantités physiques ne sont pas sécables à l'infini. Il y a de l'insécable, il y a des quantums d'énergie. D'où physique quantique. Il y a des espaces entre les niveaux d'énergie. Et c'est ce qui fait que dans ces espaces, eh bien, il n'y a rien, donc il n'y a pas une énergie infinie. Et c'est ce qui explique que votre four n'explose pas. Et le Soleil non plus. Mais il a produit cette formule en un effort désespéré. Il était dans le désespoir dont je parle quand je dis que j'ai tendu la main à tel et tel sujet qui semblait dans une crise pas possible. Parce que les équations de la physique quantique de la physique classique ne marchaient plus. Ce type perdait ses repères. Donc il a dû inventer autre chose. Il a inventé un nouveau repère dont il n'a pas forcément tout de suite pigé toute la portée, parce que c'était tellement nouveau. Il y a des quantums d'énergie. Et ça a laissé des traces dans sa formule. Parce que dans sa formule, epsilon égale h nu, le h correspond à Hilfe, qui en allemand signifie au secours. Le voilà, le gars qui s'enfonce dans la mer en criant au secours. Hilfe. Donc c'est une trace de sujet qui ne vaut plus comme trace de sujet parce que la formule est universelle. Elle marche partout et tout le temps. Là, les scientifiques ont eu l'occasion, en plus d'un siècle, de le vérifier des milliers de fois. Cette formule est valable pour tous et tout le temps, dans toutes circonstances. Dans les circonstances quantiques, c'est-à-dire pour l'espace subatomique. Vous voyez qu'il a fallu du sujet pour créer l'énergie d'inventer une avancée de la science dans laquelle il n'y a pas de sujet. Alors, la physique quantique s'est développée par la suite, avec un type qui s'appelle Niels Bohr, un Danois de Copenhague,
Donc je vais vous raconter une petite histoire aussi pour vous montrer le genre de bonhomme que c'est. Quand il avait 20 ans et qu'il passait son examen, il a eu 0. Et il a été trouver le professeur en lui disant « Vous m'avez mis 0, mais vous auriez dû mettre 20. » Carrément, lui, manque pas d'air. Le professeur, un petit peu choqué quand même, il dit « Ok, bon, bah, on va prendre un tiers comme pour essayer de trancher entre nous, pour voir ce qui se passe. Et expliquez-vous. » Alors le problème qu'on lui avait demandé de résoudre, en physique évidemment, était le suivant. Mesurer la hauteur d'un immeuble à l'aide d'un baromètre. Et Niels Bohr avait produit 3 réponses au lieu d'une. La première était, je monte au sommet de l'immeuble, je laisse tomber le baromètre, je mesure le temps de la chute, j'applique l'équation de la gravité, E égale 1,5 de GT2, et j'ai la hauteur de l'immeuble. Deuxième solution, avec le baromètre comme unité de mesure, je mesure la taille d'une marche. Ensuite, je compte le nombre des marches, je multiplie et j'ai la hauteur de l'immeuble. La troisième, j'ai oublié. Et évidemment, il dit au professeur, vous attendiez que je réponde bon, bah, un baromètre, ça mesure la pression atmosphérique, je mesure la pression en bas, je monte en haut de l'immeuble, je mesure la pression en haut, en faisant la différence, je peux obtenir la hauteur de l'immeuble. C'est ça que vous attendiez. Mais c'est beaucoup trop simple. Il y a bien plus de solutions que ça. Et sur le moment, là, devant le tiers, il lui invente encore une vingtaine de solutions différentes qui sont toutes autre chose que faire du baromètre ce que le baromètre est censé faire, c'est-à-dire mesurer la pression atmosphérique. Il en a même une qui est extrêmement drôle. Il dit, je vais voir le gardien de l'immeuble, et je lui dis, si vous me donnez la hauteur de l'immeuble, je vous fais cadeau d'un joli baromètre. Vous voyez un peu le bonhomme. Et il conclut en disant, il n'hésite pas à dire, mais arrêtez, vous les profs, de nous emmerder à nous dire la façon dont nous devons penser. Hein? Là, avec votre question, vous m'indiquez que je dois penser que le baromètre est fait pour mesurer les pressions atmosphériques, et c'est comme ça que je vais mesurer la hauteur de l'immeuble. Mais vous voyez qu'il y a tellement d'autres solutions. C'est des solutions évidemment rigolotes, puisque on ne fait pas du baromètre l'usage attendu. Mais c'est ça le truc. C'est ça l'inventivité, y compris en science, c'est-à-dire on ne fait pas ce qui est attendu. C'est ce qui est arrivé à Planck. Quand il a perdu ses repères, il a inventé quelque chose qu'il n'attendait pas lui-même, les quantums d'énergie. Et c'est là que, bon, après ces épisodes, Bohr est devenu un grand scientifique et qu'il a émis ces démonstrations par lesquelles on ne mesure pas un objet, enfin du moins dans le domaine subatomique, on ne mesure pas une particule, on mesure l'interaction de la particule avec l'instrument de mesure. Ceux qui ne pouvaient pas admettre Einstein, qui était objectiviste, au sens de un objet a des propriétés, l'instrument de mesure est neutre, il les mesure. Voilà. Et donc, c'est Alain Aspect, dont je parlais tout à l'heure, l'homme qui disait « si les mots ont un sens, la particule passe par un trou ou par l'autre », c'est Alain Aspect qui démontrera, en 1980, que c'est Bohr qui avait raison contre Einstein. Alors, puisque je reviens à « si les mots ont un sens », voyez qu'il y a encore là un élément de langage. La particule, elle passe par un trou ou elle passe par l'autre.
il ne peut pas y avoir la particule passe par un trou et par l'autre. Là aussi, un lacanien tomberait là-dessus en disant « Ah, c'est du langage !» Voyez bien qu'il y a l'histoire du « ou » exclusif, c'est un trou ou l'autre, et non pas le « et » inclusif, c'est un trou et l'autre. Donc on pourrait très vite se plonger dans la question du langage et se dire oui, c'est cette question-là qui est traitée parce que c'est la grammaire, d'Amourette et Pichon, l'exclusif, l'inclusif. Mais là, il ne s'agit pas de grammaire. Les mots ne servent qu'à décrire une situation physique indépendante. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que la particule, Alain Aspect sera arrivé à émettre une seule particule dans l'appareil. La particule, elle passe et par un trou ou par l'autre, et par les deux trous en même temps. Je vais vous expliquer ça. Voilà l'expérience des fentes de Young, par laquelle on voit un faisceau lumineux d'origine, le faisceau jaune, qui passe par un écran où il y a deux fentes, donc ça transforme le premier faisceau en deux faisceaux, et sur l'écran de réception, en haut, on voit que les deux faisceaux interfèrent l'un avec l'autre, et on observe des franges d'interférence. Les franges d'interférence, ça veut dire que la lumière est une onde, c'est comme ça que l'avait interprété Jung au XIXe siècle, de la même façon que Fresnel en France. Une onde, ça se présente comme ça, il y a une montagne et un creux, une montagne et une vallée, si vous voulez, ou un dos et un ventre, vous les appelez comme vous voulez, et soit, comme ici, les deux dos et les deux ventres arrivent au même moment, au même endroit, et alors ils s'ajoutent. Ça fait un dos plus important, dans la figure de droite, ici, et un ventre plus important, de doublé, très exactement, dans la figure de gauche. Soit ils arrivent en phase décalée, et alors ils s'annulent. Le dos d'un côté annule le ventre de l'autre, ou la montagne d'un côté vient boucher la vallée de l'autre. Et ça donne la figure de droite toujours, le trait épais bleu, dans lequel vous voyez que les ondes se sont annulées. Donc les franges d'interférence, c'est ça, c'est-à-dire les traits rouges, ce sont les endroits où il y a beaucoup de lumière, c'est-à-dire les endroits où les ondes se sont ajoutées les unes aux autres, et les traits sombres, ce sont les traits où la lumière s'est annulée, en quelque sorte. Voilà ce qui se passe pour les fentes de Young, pour n'importe quel faisceau de particules. Un faisceau de particules, je dis bien. On détecte au bout, sur la droite, les tortillons, là, qui veulent dire que on a détecté une onde. Donc la lumière est une onde. Et puis, si on bouche un trou, comme ici, alors la lumière ne passe plus par un trou, il n'y a plus d'interférence, et on obtient ce qui est à droite, là, le trait bleu, vertical, qui est, eh bien, il n'y a pas d'interférence. Donc ce qui vérifie bien que, quand il y a interférence, on trouve des franges d'interférence, et que quand il n'y en a pas, on n'en trouve pas, ce qui veut bien dire que la lumière est une onde. Bon voilà, c'est la même chose ici, sauf que cette fois j'emprunte les schémas d'Alain Aspect lui-même, j'espère qu'il me pardonnera. Ce sont ces éléments à lui, il les fait en anglais parce qu'il fait des speeches dans le monde entier, donc il entend être compris un peu partout. Mais voyez, sur la droite, on voit la même chose que les schémas que je vous ai fait tout à l'heure, avec le renforcement de l'onde ou l'annulation de l'onde. Alors, si on émet des photons l'un après l'autre, à travers les fentes de Young, on doit trouver, il y a deux détecteurs, D1 et D2, si un seul électron passe à la fois, on devrait ne trouver jamais de coïncidence.
PC, c'est la probabilité de coïncidence. PC égale 0, c'est-à-dire que le trou, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si les mots ont un sens, la particule passe par un trou ou passe par l'autre. Il ne devrait pas y avoir des particules en même temps. Par contre, si on a une onde, eh bien c'est le contraire. La probabilité de coïncidence que vous voyez tout à droite là, la probabilité de coïncidence de détection est différente de 0. On devrait en trouver tout le temps, puisqu'une onde passe par les deux trous à la fois, bien évidemment. Alors, Alain Aspect a modifié le processus des fentes de Young en le remplaçant par une plaque de verre translucide. C'est-à-dire que c'est un verre qui à la fois réfléchit et à la fois laisse passer la lumière à travers lui. C'est comme s'il y avait deux trous dans un écran, sauf que par un trou, ça veut dire que la particule est réfléchie, l'autre trou, c'est la particule passe à travers. Ce qui fait qu'on voit deux chemins possibles, un chemin où la particule, le photon, continue tout droit, et un chemin où le photon se met à monter vers un autre miroir où il est renvoyé vers le détecteur. Donc, si on envoie un seul photon, eh bien, ou il passe à travers le miroir, ou il est réfléchi. Et donc, c'est la même chose. Dans les deux détecteurs, on devrait trouver une probabilité de coïncidence égale à 0. Pour ce qui est d'un photon seul, c'est-à-dire d'un corpuscule, et pour un wave packet, c'est-à-dire pour une onde, et on devrait trouver au contraire une probabilité de coïncidence différente de 0. Alors comment il fait pour obtenir un seul photon? Eh bien c'est simple, il prend un atome, à gauche là, et il l'excite, ce qui fait que les électrons qui sont autour changent d'orbite. Hein. C'est ça le truc des quantas. C'est-à-dire que les électrons ne peuvent pas orbiter n'importe où autour du noyau. Ils ont des endroits très précis qui représentent des quantums d'énergie. À tel quantum d'énergie, il est en bas. À un quantum d'énergie supérieur, il est en haut. Mais il n'a absolument pas les places intermédiaires. Et on ne peut même pas dire qu'il est allé de bas en haut. Hein. Ce n'est pas un voyage. Il a simplement changé sa localité. Et lorsque l'excitation cesse, il revient à sa position précédente. Ce n'est pas non plus un voyage, il change d'orbite, c'est tout. Et en émettant de l'énergie, c'est-à-dire en émettant un seul photon. Voilà. Alors, après, Alain Aspect nous explique comment, avec sa machinerie pas possible, là, qu'il isole des cascades radiatives, c'est-à-dire des émissions temporaires d'atomes, et comment il va pouvoir isoler un atome de façon à l'exciter et de fait que l'atome envoie un seul photon. Donc si on utilise ce dispositif, eh bien si on envoie un seul photon, il n'y a pas de probabilité de détection simultanée en haut et en bas. Le photon, il passe à travers ou il est réfléchi, mais pas les deux en même temps. Mais Alain Aspect ajoute cette machinerie supplémentaire, c'est-à-dire qu'il ajoute un deuxième miroir en bas et une autre plaque translucide en haut, ce qui fait que il résonne cette fois comme s'il avait affaire à un paquet d'ondes, hein. Et donc le paquet d'ondes, il est à la fois, il passe à travers le miroir et il est réfléchi, donc il suit les deux trajets en même temps, le trajet horizontal et le trajet vertical, qu'un miroir change à nouveau en trajet horizontal, et on parvient ainsi à repérer des franges d'interférence, donc c'est une onde. Or, il a raisonné comme si c'était une onde pour fabriquer son appareil. Mais comme dans l'expérience précédente, il n'avait introduit qu'un seul photon, dont l'expérience précédente avait montré qu'il ne pouvait emprunter qu'un seul trajet. Or, avec cette autre expérience, qui est pourtant la même dans les débuts,
On y introduit la même chose, un seul photon. Eh bien, force est de constater, on constate qu'il y a des ondes au bout du compte, que le photon a emprunté les deux trajets à la fois. Voilà ces résultats. On voit en effet apparaître, vous voyez, c'est à droite là, on voit apparaître petit à petit le spectre des impacts sur l'écran, qui se mettent en forme de sinusoïdes, c'est-à-dire comme des interférences, effectivement. Mais en même temps, ce sont des points sur l'écran. Des points sur l'écran, ça veut dire que ce sont des corpuscules, des petites billes qui ont été frappées l'écran, et en même temps, eh bien, ça prend la forme d'une onde. Donc c'est à la fois une onde et un corpuscule. Mais, pour détecter l'onde, il faut cet appareillage-là. Pour détecter le corpuscule, il faut cet appareillage-là. Autrement dit, c'est bien l'appareillage qui va déterminer s'il s'agit d'une onde ou d'un corpuscule. Alors, certains physiciens disent, eh bien, c'est à la fois une onde ou un corpuscule. Étienne Klein va un petit peu plus loin et dit, ce n'est ni une onde ni un corpuscule, c'est un champ mathématique, un vecteur d'état, c'est-à-dire qu'on ne peut le représenter. On ne peut le représenter ni par une petite bille, ni par une onde, mais par un vecteur, c'est-à-dire ça devient purement mathématique, purement abstrait. On ne peut pas se faire une idée de ce que c'est en réalité. Bon, alors, il y a des scientifiques, quand Alain Aspect a démontré ça, il y a des scientifiques qui se sont jetés là-dessus et qui se sont dit, ah ben voilà, c'est la conscience du scientifique qui a déterminé la nature de la particule ou de l'onde. Bon, ça a duré un certain temps, mais ça a vite fondu. On voit bien que l'expérience d'Alain Aspect est très claire. La conscience de l'observateur n'a strictement rien à voir avec ça. C'est bien l'appareil de mesure dont il s'agit. Et pour d'autres expériences en physique quantique, c'est la même chose. Par exemple, si on veut calculer le spin, qui est l'état de rotation d'une particule, eh bien on s'aperçoit dans l'intrication quantique, c'est-à-dire quand il y a deux particules, que si l'une est dans l'état A, l'autre est forcément dans l'état B. Alors, pour Einstein, ça veut dire que l'autre était dans l'état B déjà avant. Et pour Bohr, ce que démontre Alain Aspect, non, c'est l'appareil de mesure qui va fabriquer l'état dans lequel on trouve la particule. C'est-à-dire qui va déterminer son spin A ou B. L'intrication quantique, c'est encore quelque chose de plus extraordinaire. C'est quand deux particules ont été en contact, ensuite tout se passe comme si elles étaient un seul système, même si l'autre particule se retrouve à des années-lumière. Autrement dit, la distance. Ce que pour nous est un truc absolument évident, un truc de notre réalité, la localité. Moi je suis là, je ne suis pas là-bas. Moi je suis ici et non pas à ici, qui est là-bas, de l'autre côté du périphérique. Donc, je suis là. Mais je ne suis pas là de vous expliquer ces choses parce que je m'en apprends à moi-même. Je m'en apprends à moi-même sur la question de la méthode. C'est pour ça que je vous ai détaillé dans tous ces détails l'expérience d'Alain Aspect. Parce que c'est une bombe, ce truc. C'est ce qui modifie complètement notre appréhension de ce qu'ils appellent le réel. C'est pas mon réel à moi qui est transmnésique de ce qui n'a pas été symbolisé. Eux, ils appellent le réel la réalité subatomique, qui n'est pas la réalité de la vie de tous les jours, qui n'est pas non plus la réalité à l'échelle des années-lumière.
où il y a encore d'autres lois qui s'appliquent. Selon l'endroit où on se place, les lois ne sont pas les mêmes. Ça embête beaucoup les physiciens, ça, pour lesquels une loi doit être universelle. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui se cassent le tronc aujourd'hui pour essayer d'accorder la physique quantique avec la relativité générale d'Einstein. Je ne perds pas de vue la psychanalyse avec tout ça, dans le fait que je me pose la question entre le langage et le sujet. Je suis, quelque part, l'instrument de mesure pour poursuivre l'analogie avec l'expérience d'Alain Aspect. C'est-à-dire que je me suis aperçu, malgré moi, grâce à mes rêves, que dans mon travail d'analyste, je n'étais pas neutre. Mes rêves m'indiquaient des désirs à l'égard des analysants. Des désirs sexuels, des désirs agressifs. Bon. Est-ce que ces désirs, c'est purement le langage? Ils sont dans le langage, dans le sonore, comme les jeux de mots qui permettent tant d'interprétation? Ou est-ce que c'est bien le sujet dont il s'agit? Alors, je ne dis pas qu'il faut plaquer le système de la physique quantique à la psychanalyse. Non, c'est la réflexion des scientifiques, la méthode qu'ils ont mis en place pour avancer. Je n'attends de cela qu'une réflexion pour m'aider à réfléchir sur cette question que pose la psychanalyse, que me pose la psychanalyse. Je ne suis pas neutre, de la même façon que l'instrument de mesure n'est pas neutre. Il fabrique les propriétés qu'il mesure. Alors, il ne les fabrique pas complètement. Les propriétés d'une particule sont dans un état de superposition. Vous avez entendu tous parler du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est ce chat qui est dans un état superposé. Il est à la fois mort et vivant. Parce que on introduit le chat dans une boîte. Dans la boîte, on met une fiole de poison et on met un dispositif qui est contrôlé par un atome radioactif. Cet atome radioactif a une certaine probabilité de se dégrader et une certaine probabilité de rester intact. S'il se dégrade, par exemple, alors ça déclenche un marteau qui casse la fiole de poison et le chat est mort. Mais si c'est l'autre probabilité, le marteau ne casse pas la fiole et le chat est vivant. Donc, c'est l'un ou l'autre. Alors évidemment, ça frappe l'esprit, mais ça ne marche pas, c'est juste une métaphore que Schrödinger a inventée pour faire comprendre. Ça ne marche pas au niveau des êtres vivants parce que nous sommes composés de milliards de particules et ça ne marche plus à ce niveau-là. Mais pour un atome, eh bien, il est dans un état superposé, c'est-à-dire à la fois il se décompose et en même temps il ne se décompose pas. Et le spin d'une particule, c'est à la fois A et B et A plus B. Et la qualité d'un corpuscule, c'est d'être une onde et en même temps de rester un corpuscule. Ce sont des états superposés. Donc l'instrument de mesure ne fabrique pas la propriété, mais il en choisit une parmi tous les possibles. Et il y a autant de probabilités qu'il choisisse l'une ou l'autre, sauf dans l'intrication quantique, où la propriété qu'il a de trouver B, c'est 1, puisque si on a trouvé A, à l'autre. Parce que les deux particules sont dans un système intriqué, c'est-à-dire c'est le même système. Pouvons-nous appliquer cette analogie à la psychanalyse, où l'analysant et l'analyste seraient dans le même système? Je crois que c'est comme pour le chat de Schrödinger, il faut se garder de transposer comme ça des notions d'un champ à un autre. Simplement, ça y fait penser. Puis de toute façon, ça fait penser à l'inconscient. Ou dans l'inconscient, j'ai à la fois envie de baiser ma mère et envie de la tuer. Donc je l'aime et je la hais en même temps. Et le rêve, selon le rêve, et selon l'interprétation que j'en fais,
va me donner un rêve où je hais ma mère, je la tue, je la balance dans la rivière, je sais pas, je fais quelque chose, soit un rêve où je l'aime, c'est-à-dire ça peut être très tendre, mais ça peut être de la baise. Et ça peut être les deux en même temps, c'est-à-dire dans un compromis, où par une figure métaphorique quelconque, j'arrive à faire en sorte que ça soit les deux en même temps, l'amour et la haine. Là, on peut dire aussi, façon d'interpréter, c'est de la grammaire. Dans l'inconscient, le ou exclusif ne fonctionne pas, c'est pas un trou ou l'autre, c'est un trou et l'autre. Mais comme j'avais indiqué, dans la physique quantique, c'est pas un trou et l'autre ou un trou ou l'autre, c'est un trou et l'autre, un trou ou l'autre, et les deux en même temps. Tous les états sont superposés. Et ce n'est que l'interprétation, ou disons l'instrument de mesure, à la fin, qui va déterminer la qualité de la particule, ou du système qu'on est en train d'explorer. Donc j'en reviens à ce que j'avais dit au départ, à propos de l'équivocité. Je ne vais pas dire à un sujet vous avez dit autre chose que ce que vous avez dit. Parce que c'est lui dire, votre particule, elle est passée par deux trous en même temps, mais moi je vois le deuxième, que vous ne voyez pas. Parce que ça, encore une fois, c'est exclure le sujet. C'est l'exclure lui comme instrument de mesure. C'est faire que moi, je suis le seul instrument de mesure. Or, nous sommes un instrument de mesure. Hein? Nous sommes tous les deux dans l'analyse. Et souvent, pour l'interprétation d'un rêve comme d'une situation, je pose des questions et la personne me répond oui, me répond non, peu importe, mais on avance ensemble, on cherche ensemble. Il n'y a pas une interprétation qui tombe comme ça. Vous avez dit, j'étouffe, parce que vous avez dit, j'étouffais pour que mon week-end se passe bien. Donc vous voyez que c'est quand même pas du tout la même chose. L'instrument de mesure, il est aussi, en fait, oui, de ce côté-là, c'est la même chose au sens où, dans l'expérience d'Alain Aspect, vous avez vu qu'il y a deux instruments de mesure. Un pour mesurer le corps, pour repérer le corpuscule, un pour repérer les ondes. Eh bien, je pourrais dire que par analogie, nous sommes deux, l'analysant repère des choses et moi j'en repère d'autres, mais de toute façon, je lui laisse la priorité parce que ce qui m'importe, c'est de ne pas exclure le sujet, ni au profit de la science, ni au profit du langage. Alors, juste quelques exemples pour terminer, des exemples tout récents, puisque le premier qui me vient en tête m'est arrivé rien d'autre que ce matin, avec un monsieur qui a beaucoup de mal à parler. Et comme il a beaucoup de mal à parler, je l'aide, je lui pose des questions, et quand il ne me répond pas à la question, parce que ça arrive, il y a un silence qui s'installe, je ne laisse pas le silence durer trop longtemps, je dis quelque chose. Et là, ce matin, pendant que le monsieur faisait silence, il me revient un souvenir d'un événement de son enfance qu'il m'avait dit. Et je lui ai dit ce souvenir. Je lui ai dit, voilà, écoutez, je suis en train de penser à ce que vous m'avez raconté. Quand vous étiez petit, un jour, il y a eu une bagarre à la sortie du match de foot, et vous et vos frères étaient opposés à quelques autres jeunes gens, et vous êtes allés chercher votre père pour vous aider. Et lui, il me répond, oui, c'est bizarre que vous pensiez à cela, parce que ce matin, quand je me suis levé, en écoutant la radio, il y a eu un résultat d'un match de foot, et ce que j'ai pensé, c'est exactement à ça, à cette bagarre à la sortie du match de foot où je suis allé chercher mon père. Alors, je lui ai demandé l'autorisation d'en parler dans cette vidéo, en lui expliquant que je ne croyais pas du tout à la télépathie. Mais comment se fait-il que le matin où il sait qu'il va avoir séance, moi, dans cette séance, pendant qu'il fait un silence, je pense à ce qu'il a pensé ce matin. Sommes-nous dans deux états superposés? Est-ce similaire?
du moins, l'analogie avec la physique quantique peut-elle nous aider à réfléchir ce genre de phénomène? Je sais que moi j'ai l'habitude comme ça, mais c'est intuitif, de faire confiance à ce à quoi je pense. Si je pense match de foot, je suis allé chercher mon père pour nous aider dans la bagarre, je me dis qu'il y a une raison quelque part. Ça doit toucher à quelque chose d'important pour moi, et donc peut-être bien pour ce monsieur. Mais pour le savoir, j'ai qu'une seule solution, c'est de lui en faire part et de lui demander. Pas lui asséner ça comme une interprétation, comme le dernier moment super important de sa vie, ou quelque chose comme ça. Non. C'est là, il y a un phénomène. Et le phénomène, on tente à deux d'en trouver une explication. Contre-exemple, ce matin également, avec une dame avec qui n'a aucun mal à parler, mais qui est dans un état assez difficile en ce moment, parce que elle a peur de l'effet que pourrait avoir le soleil sur sa peau. Elle se cache du soleil sans arrêt. C'est devenu une préoccupation absolument effroyable. Et je l'ai questionnée pied à pied, en lui rappelant des choses auxquelles je pensais qu'elle m'avait racontées, parce que ça fait pratiquement 20 ans que je l'écoute, donc j'en connais un bout de sa vie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de l'effet du soleil sur sa peau. Qu'est-ce que le soleil? Bon, je vous passe, parce que ça a duré 3/4 d'heure la séance. Habituellement, mes séances durent une demi-heure, mais là, on y allait, mais pied à pied, question pas après question. Ça n'arrêtait pas, en mettant en corrélation divers événements de sa vie. Hein. C'est-à-dire qu'on était tous les deux au travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de soleil? Alors elle me dit, de fil en aiguille, quoi. Le soleil, c'est mon père. Mon père a mis le feu à mon lit quand j'étais petite. Mon père me méprise et méprise les filles. Il a dit, je ne la toucherai pas. Il a donné des baffes à mon frère, mais à moi jamais. Par contre, il m'a touché la cuisse l'autre jour. Bon. De fil en aiguille, avec les questions, les associations. Ok, j'ai peur du soleil, mon père, parce que je me sens coupable d'être désirante à son égard. Voilà. Est-ce que ça va avoir un effet sur sa phobie actuelle du soleil? Je ne peux pas le savoir. Mais là aussi, je me pose la question de comment se passe cette alchimie mystérieuse qui fait que, l'ayant écouté pendant 20 ans, quelque part, je possède en moi une grande partie de son stock associatif. Évidemment pas tout, forcément, mais nous nous connaissons, quoi. Et nous pouvons y aller dans une conversation où on s'échange, où c'est comme un ping-pong, et il y a ceci, et il y a cela, et il y a ceci, et il y a cela, et on tisse une toile à deux. Une toile qui, au bout du compte, finit par tisser quoi? Un sujet. Ce n'est pas le langage qui nous tisse, telle est du moins l'hypothèse que je travaille maintenant, mais c'est nous, à deux sujets intriqués, qui travaillons à la naissance d'un sujet. Je ne vous ai pas offert là une réflexion toute cuite, c'est une réflexion qui mûrit pour moi depuis des années, que je me forme comme ça à la physique quantique et à la psychanalyse. C'est l'état lambda d'une réflexion telle que cette vidéo, instrument de mesure, peut la repérer à cet instant T. Et peut-être que je vous en referai une sur le même thème dans 6 mois ou dans 10 ans, ou dans 30 ans, et où je ne dirai pas forcément les mêmes choses. Voilà. Je vous remercie juste d'être mes interlocuteurs pour ce moment où je me fais ma propre formation.